Bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14 heures. Nous allons recevoir dans un instant Thomas Sandière. Bonjour. Bonjour. Il est directeur territorial de l'ADI et sera accompagné de Mme Élie Guiogou, qui est responsable du CECAS des Abîmes et de la fédération aussi des CECAS. Un peu plus tard, on aura Bert Parfait, ingénieur INRA retraité, mais qui nous parlera du Friapin, puisque l'instant Friapin continue dans le ZCL. Un peu plus tard, Victor Nanette, président de Ligouaflore, sera aussi notre invité. Et puis on va terminer avec José Thiolopin, la chroniqueuse ZCL de Metz-et-Labitide. Sinon, l'actualité, et on va commencer par là dans un instant, c'est le pôle logistique du CHU qui est toujours en grève. On croyait que ce mouvement était terminé, mais visiblement, il y a encore des choses à mettre en place. Signature d'une convention pour les bénéficiaires du RSA entre le conseil départemental et France Travail, ça concerne l'ADI un petit peu, je crois aussi, on en parlera, et la rentrée solennelle du conseil des prud'hommes de Basse-Terre, c'est devant la caméra de Maxime Morel. Voilà ce qui fait l'actualité. On va tout de suite partir pour ce mouvement de grève au CHU, mouvement au pôle logistique, un mouvement qui dure, qu'on croyait terminé. Tout de suite le reportage d'Olivier Félix, c'est parti. Depuis mercredi 31 janvier 2024, le personnel en pôle logistique débrayé, pas d'avoir, il n'y a pas qu'à respecter le protocole d'accord depuis 31 janvier 2015. Et nous, tout naturellement, il dit là, il ne peut pas encore, après plusieurs rencontres que nous faisons avec la direction. C'est des documents que nous commandons pour nous travailler, pour nous mettre en version RH, des travail que nous-mêmes avons fait et que nous commandons des métiers pour respecter le protocole d'accord là. Eh bien, il y a balader nous à droite, à gauche, sans bonne réponse à ça que nous commandons. Nous, quand c'est à l'entour, après-midi là, effectivement, parce que rencontre à le 26 janvier échoué. Première discussion nous fait, nous ni des contractuels qui j'en ai fait pour autres ça réintégrer parce que c'est des contractuels qui étaient suspendus depuis Covid. Et en fin de compte de suspension à yo sans contrat, yo ka vinn trouver yo à dans un état de fin de contrat. Donc qui bidon, ça n'a pas de sens, puisque et yo ka apprendre que yo fait un contrat un an pratiquement après. Donc yo pas doit toucher ARE à yo. Donc c'est mon ça et par exemple on nous fait calcul là si pour la direction payée parce qu'il pas touché ARE, c'est droit à il cotisait pour ça, yo ni a bay au moins 40 000 euros. Il a pas ni pont rien, c'est la solidarité à peuple là qui a porté encore si bic là qui a permettre de vivre petit moins décemment en attendant qu'il y aurait intégré. Et bien là nous au combat aussi pour ça pour yo puisse réintégrer puisque certains j'ai réintégré. Concernant manger là, nous faisons manger jusqu'à hier midi puisque yo te font production vendredi pour jusqu'à lundi. Donc lundi midi les malades mangeaient. Mais il faut comprendre que là où en grève parce que pour eux tout va bien et ils pas qu'à attendre. Et malheureusement pour aboutir et pour arriver à fin, ils sont obligés de bander chaîne là. Donc les patients mangeaient puisque c'est Monterrand qui baille manger hier soir, qui peut-être baille manger aujourd'hui là, mais en tout cas nous avons veillé à ça. Que patients manger et que pas ni comprendre en tout cas nous pas ni retour c'est que les médecins que nous connaissons toujours les mêmes qui appellent ZIAO c'est qui commandé mais en tout cas nous en lien avec personnel là dans CHU là et au PPE aussi et yo ka dit nous pour l'instant yo pas vraiment manquer à matériel là puisque nous livrions en conséquent vendredi. Voilà ce qu'on peut dire pour ce conflit qui n'a pas l'air de vouloir se terminer. Nous y reviendrons bien évidemment. Je vous l'ai dit, on va parler de l'ADI et du CECAS puisque du 5 au 9 février, depuis avant-hier, donc on a commencé la semaine pour créer sa boîte aux futurs entrepreneurs déclarés comme non déclarés. L'ADI veut ouvrir l'accès à l'entrepreneuriat de plein droit. Alors justement, on reçoit M. Sander. Alors, pour les gens qui ne savent pas, à quoi sert l'ADI réellement ? Bonjour M. Zandronis, bonjour la Guadeloupe. Alors l'ADI, pour ceux qui ne le savent pas, l'Association pour le droit à l'initiative économique, on est là pour permettre à tout un chacun de se lancer sa boîte, donc devenir entrepreneur, que ce soit en création ou en développement d'activité si on est déjà en activité. Et vraiment, nous, c'est pour toute personne qui n'a pas accès au système bancaire traditionnel. Donc, il peut venir nous voir, on a des conseils, on va vous accompagner. On va vous accompagner, a fortiori, si vous n'êtes pas encore déclaré, vers la formalisation et donc vous lancer dans l'entrepreneuriat complètement.
Donc, en fait, pendant ces 2 jours, 4 jours même de séminaire, les gens viendront vous voir avec des projets ou sans projet? C'est mieux avec des projets, c'est mieux avec un projet. Ils peuvent venir nous voir partout sur le territoire. On a plusieurs actions depuis lundi jusqu'à vendredi, avec un projet de création d'entreprise. Ou comme je l'ai dit, même s'ils sont déjà en activité et qui ont besoin d'un petit coup de pouce financier par exemple, ou de conseils, ils peuvent pousser les portes de nos agences, mais aussi nous rencontrer sur le terrain. Oui, et aujourd'hui c'est compliqué de créer une entreprise en Guadeloupe parce qu'on dit qu'une entreprise, elle tient bon pendant 5 ans ou pas. Après 5 ans, on sait si elle va tenir ou si elle va disparaître. C'est vrai, on peut même dire 2 ans. Ah, maintenant c'est 2 ans. Ouais, on s'est réduit à 2 ans. Ça dépend un petit peu. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été menées. Et effectivement, on voit que les entrepreneurs qui sont accompagnés, en tout cas par nous, accompagnés et conseillés par l'ADI, au bout de 2 ans, ils sont toujours en activité. On a quasiment 9 personnes sur 10 qui sont toujours en activité. Donc le taux de pérennité, c'est comme ça qu'on l'appelle, est assez élevé et c'est vraiment encourageant. C'est pas évident de se lancer, effectivement. Il y a beaucoup de freins qu'on peut se mettre soi-même, beaucoup de freins institutionnels. Il y a beaucoup d'informations. On est un petit peu perdu parfois. Beaucoup de paperasse aussi. Beaucoup de paperasse, effectivement. Beaucoup de démarches. La peur aussi, parfois, effectivement. Donc, c'est vrai que régulièrement, les gens se lancent un petit peu pour tester aussi l'activité avant de se déclarer. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de droits qui vont comment dire, être mis en place avant l'immatriculation. Donc nous, vraiment, on est là pour conseiller les gens, les accompagner. C'est avant la CCI, en fait. Vous êtes juste avant le stade avant la CCI. On peut dire ça, on est complémentaires. Le CFE, enfin, ce qu'on appelle le CFE. On est complémentaires. Oui. Oui, on va vous conseiller pour que vous vous immatriculiez au bon moment. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir, qui nous disent, voilà, j'ai mon projet, j'ai mon activité, je suis déclaré, qu'est-ce que je peux faire? Et finalement, en fait, le fait de s'immatriculer tout de suite, ça peut vous fermer certains droits. Oui. Donc, il faut vraiment ne pas hésiter à nous contacter. On va pouvoir vous conseiller pour vous immatriculer au bon moment, vous lancer et vous aider à vous lancer. Alors, l'autre aspect, c'est que beaucoup d'entreprises en Guadeloupe, ce sont des entreprises, j'ai envie de dire, avec une seule personne qui travaille. Ce sont des très petites TPE. Est-ce que, du point de vue de l'ADI, ce que vous accompagnez, vous avez le sentiment qu'elles arrivent à tenir la route? Oui, heureusement. C'est vrai que c'est ce pourquoi on est là. On se bat tous les jours pour aider la population guadeloupéenne à tenir le cap jusqu'au bout. Vraiment, quand on pousse les portes de l'ADI et qu'on bénéficie des services de l'ADI, il n'y a pas de limite de temps, il n'y a pas de durée, il n'y a pas de date de fin. Oui. Donc on est toujours là, on pourra toujours se rendre disponible pour vous conseiller, vous accompagner si vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez des questions. Alors, je prends le cas d'un jeune, par exemple, qui a envie de créer une entreprise, mais qui n'a pas encore de choix particulier. Quels sont les secteurs, entre guillemets, porteurs aujourd'hui? Je dirais la restauration, toujours. La restauration? La restauration, toujours. Plus que l'agricole? En tout cas, à notre niveau, c'est plus fréquent que les gens viennent nous voir pour la restauration. Oui. Mais on est très présent aussi dans le secteur agricole. Oui. Il y a un réel besoin dans le secteur agricole, de toute façon. Ça, on ne va pas se cacher. Oui. Donc, vraiment, beaucoup de secteurs. On a aussi les prestations de services générales. Oui. C'est vraiment les secteurs où on va accompagner le plus de personnes de manière générale. Alors, il y a une autre question que je vais vous poser. C'est la question qui revient souvent. Hier, on en parlait avec une technicienne. C'est la question du numérique aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que depuis le Covid, on sait très bien que beaucoup de gens étaient confinés, ont été obligés d'utiliser contre leur volonté même le numérique. Mais est-ce qu'au niveau de l'ADI, vous êtes conscient de ça et qu'il y a une petite aide? Parce que je prends un cas concret, souvent dans un autre domaine, par exemple à la CAF, on demande aux gens aujourd'hui maintenant de pianoter, des gens qui n'ont jamais eu cette habitude. Effectivement, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué, les gens peuvent être perdus, alors on va pouvoir les accompagner à un minimum, on ne va pas faire les démarches pour eux, mais on va les conseiller pour leur expliquer comment ça se passe exactement. Il faut savoir que le numérique, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dedans, il y a beaucoup de monde, de plus en plus de personnes qui sont vraiment représentées sur Internet.
Et j'ai même envie d'aller plus loin et dire que c'est même nécessaire dans la société où on est. On a des ateliers cet après-midi, par exemple, notamment dans le cadre de notre semaine des actions que l'on organise sur le territoire. Nous avons à 14h à notre agence à Pointe-à-Pitre un atelier initiation au marketing digital, par exemple. C'est un atelier gratuit. Oui. Vous pouvez venir cet après-midi à 14h et donc on va vous expliquer pendant 2 heures comment être présent sur Internet et développer votre marketing en ligne. Alors, Madame Guiogou est arrivée, les vice-présidente du CECAS, je lui dis bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je sais les encombrements pour arriver ici. C'est pas toujours évident. C'est pas évident, pas du tout. Mais enfin, on a fait le maximum, on est présent, c'est essentiel. Il faut des hélicoptères. Alors, on parle un petit peu de l'ADI, de son rôle dans ce forum qui a commencé il y a 2 jours. Qu'apporte le CECAS dans ce domaine-là? Alors, merci donc à l'ADI par rapport au partenariat que nous avons dans le cadre des espaces France Service et des maisons France Service. Il faut savoir que le CCS de la Ville des Abîmes gère donc une maison France Service. Et dans ce cadre-là, nous avons des partenariats et notamment l'ADI depuis plus d'une année qui, avec nous, met en place un certain nombre d'actions. Et cette action sur le Forum d'insertion par l'entrepreneuriat est une action, comme toutes les actions que nous allons mettre en place et que nous avons déjà mis en place, pour pouvoir poursuivre l'information à nos populations, à nos publics. Et aujourd'hui, ce Forum d'insertion, il touche beaucoup plus les personnes qui sont en création d'entreprise. Oui. Qui sont-ils, ces personnes, d'ailleurs? Comment ils sont, comment ils se sentent, est-ce qu'ils sont en mesure aujourd'hui de créer une entreprise psychologiquement, moralement, donc ça aussi c'est important. Ensuite, quel type d'entreprise, comment faire, quels sont les accompagnements, quels sont les financements, quels sont les leviers. Voilà ce que nous allons donc vendredi travailler avec nos publics, avec nos créateurs d'entreprises, avec nos jobbers, avec ceux qui ont déjà aussi créé une entreprise et qui par exemple, qui leur manque un accompagnement et autres. Voilà ce que nous proposons de faire vendredi sur le territoire de Grand Camp, puisque la maison France Service, elle est à la résidence Routon Park à Grand Camp. Donc voilà ce que je voulais dire. Monsieur Sander le disait tout à l'heure, on fait venir des gens qui veulent créer des entreprises. Globalement, ce sont des gens du RSA? Pas forcément des gens du RSA. Tout public qui aujourd'hui a l'envie de créer une entreprise sera la bienvenue. Maintenant, à partir des ateliers qui vont être mis en place, nous aurons aussi des retours d'expérience. Nous aurons des personnes qui ont été accompagnées par la Maison France Service et qui ont créé des entreprises. Nous aurons 2 d'ailleurs, un homme et une femme. Mais après tout ce travail que nous allons faire dans les ateliers, nous allons certainement relever ou trouver quelques personnes qui souhaiteraient être accompagnées. Donc nous les accompagnerons après avec l'ADIE et avec aussi des autres partenaires. Alors, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect, dossier, je veux dire, la paperasserie, mais il y a aussi l'aspect financier. L'accompagnement financier, comment on le détermine en fonction de quoi? Nous allons déterminer, je pense que l'ADIE est bien informée pour pouvoir nous expliquer comment nous allons accompagner ces publics. Mais l'objectif pour nous, aujourd'hui, aussi bien au Centre communal d'action sociale qu'au niveau de la Maison France Service, c'est vraiment accompagner ces publics pour leur sortir d'une situation difficile et leur permettre de rentrer dans la vie active. Et c'est la raison pour laquelle nous leur demandons de s'inscrire justement par le QR code que je vois là. Il faut s'inscrire, mais aussi et venir aussi pour entendre. On peut QR code Oui, monsieur, puisque nous avons aujourd'hui... Ah non, mais je demande parce que je ne sais pas si tout le monde peut faire ça comme ça, toc et puis... Nous avons aujourd'hui le numérique que nous développons. Nous avons justement un atelier numérique qui est tout à fait nouveau. Nous avons un atelier numérique aussi lors de ce forum. Donc, CECAS se modernise. On essaie de se moderniser et on se modernisera. Je veux dire, c'est vrai que c'est un coût, mais aujourd'hui, nous sommes obligés, quelque part, d'aller vers le développement du numérique dans nos administrations. Abim Connect existe, très bientôt CCS Connect, pourquoi pas, mais le CCS, comme il est relié par ce biais-là à la ville, donc nous sommes aussi connectés. Bon, visiblement. Alors, autre question quand même. Ce forum concerne uniquement les gens de la circonscription, je dis Pointe-à-Pitre, Abim-Bemao ou au-delà? Ça concernera les personnes qui seront inscrites. Ah bon? Oui, non, mais je veux dire, il n'y a pas de limite géographique, je veux dire. Non, parce que je vous dis ça, parce qu'en ce moment, il y a des gens de peu partout qui regardent votre émission en ce moment. Alors, il faut savoir que la Maison France Service, elle est ouverte à tout public. Elle n'est pas réservée qu'un public sur un territoire. C'est pas un Cap Excellence bis, quoi.
Pourquoi Cap Excellence bis? Je penserais que vous me direz un CCAS bis, je vous dirais non, puisque le CCAS aide les personnes qui sont sur leur territoire, c'est la loi. Cap Excellence aussi. Mais là, c'est... Non, Cap Excellence, c'est une communauté d'agglo au service de sa population, au service de la population du territoire. D'un territoire. Oui. C'est, me semble-t-il, comme les autres communautés d'agglo. Ah non, puisque nous en avons plusieurs sur la Guadeloupe, donc vous comprenez bien que le territoire de la Guadeloupe est bien couvert par des communautés d'agglo et que toute la population sera bien desservie en termes d'intercommunalité. Tout à fait. Alors, revenons un petit peu au programme. Il a commencé depuis lundi. Donc, cet après-midi, en fait, depuis ce matin, il y avait une webconférence. Comment choisir son statut juridique? Alors, quel est le statut, monsieur Landier, qui est le plus demandé en ce moment? Micro-entrepreneur, SASU, SAS? Oui, c'est plus l'entreprise individuelle. Ah bon, finalement, ce sont des entreprises individuelles. Oui. Le statut entreprise individuelle, auto-entrepreneur est beaucoup plus facile. C'est plutôt pour les petits projets. Il y a des avantages de micro-entrepreneur, entreprise individuelle? Il y a des avantages déjà en termes de paperasse, qu'on en parlait tout à l'heure. La paperasse est beaucoup plus allégée. On peut faire la déclaration, l'immatriculation en ligne sur le site de l'INPI directement. Oui. C'est quelque chose qui est quand même assez rapide. Il y a beaucoup moins de formalisme que de faire une société avec des en termes d'URSSAF, comment ils sont pour les micro-entrepreneurs? Alors, les micro-entrepreneurs doivent déclarer leur chiffre d'affaires tous les mois, tous les 3 mois sur leur espace en ligne, autoentrepreneur.ursaf.fr. Oui. C'est obligatoire. Même si vous ne déclarez pas, vous ne faites pas de chiffre d'affaires, il faut quand même déclarer 0. C'est obligatoire. Et donc, là, au niveau de la fiscalité, vous devrez payer l'URSSAF en fonction de votre chiffre d'affaires. Oui. Pour la TVA, c'est pareil? Oui. Oui. Alors, il y a un volume quand même pour le micro-entrepreneur qui ne doit pas dépasser dans l'exercice de sa fonction. Oui, on a un plafond. Un plafond de combien? Alors, j'ai plus le montant en tête, ça va dépendre en fonction. C'est un petit peu plus de 100 000, en fonction de si vous êtes en prestation de service ou plutôt dans le commerce. D'accord. Voilà. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site de l'INPI ou également sur le site de l'ADI. Je ne vais pas vous dire de bêtises pour les montants, je ne les ai pas en tête. Alors, donc, mercredi, et ça continue jusqu'au 9. On a dit aujourd'hui, il y avait donc le statut juridique, on vient d'en parler. Vous avez parlé aussi de cet après-midi, l'initiation au marketing digital. C'est très important, on en parlait. Autre moment intéressant? Oui, vous pouvez nous retrouver demain, donc de 9h à midi. On sera sur le territoire de la Carle, donc dans les locaux de la Carle au Gosier. Voilà, donc vraiment... oui, ça c'est élargi. Donc j'avais raison de poser la question. Tout à fait. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver demain matin également. On a aussi des formations en ligne qui sont gratuites. Et surtout vendredi matin, donc à Grand Camp, à la résidence Wooten Park. Alors, l'autre question, ce genre de forum, c'est un coup comme ça ou bien c'est quelque chose qui va être récurrent? Madame Guiogo. Écoutez, ça ne peut pas être un coup comme ça, dans la mesure où nous sommes dans une dynamique de développement et de proximité vers nos populations. Nous ferons certainement l'évaluation de ce forum et nous aurons certainement à revoir ce forum, peut-être pas forcément sur la Maison France Service de Grand Camp, mais sur d'autres maisons France Service qui sont sur le territoire de la ville des Abîmes. Notamment, il y a la MJC, il y a des centres sociaux, il y a d'autres territoires que nous allons aussi pouvoir développer. Et ça peut aussi servir d'exemple sur les autres territoires de la Guadeloupe. Alors justement, j'allais y venir. Les autres CCAS de la Guadeloupe, est-ce que pourront prendre une initiative de ce type-là avec l'ADI? Alors, par exemple, si on prend un CCAS de Bastia, je pense, il faut savoir que les CCAS, avec l'Union départementale des CCAS, notre objectif, justement, c'est de partager nos expériences pour pouvoir les développer sur d'autres territoires. Donc, c'est une expérience qui se fait sur le territoire de Grand Camp, enfin, le territoire de CCAS des Abîmes. C'est un laboratoire, oui, mais c'est ça, le CCAS. Ce sont des laboratoires d'expérience et ces expériences que nous faisons, quel que soit le CCAS là où nous sommes positionnés, aussi bien dans l'Hexagone qu'ici, à partir du moment où nous pouvons développer cette action sur nos territoires, eh bien, nous le faisons parce que l'UNCAS a aussi sa banque d'expérience. L'Union départementale des CCAS, nous avons aussi des expériences que nous menons sur nos territoires. Et justement, c'est cette collaboration, cette mise en commun d'expériences que nous développons sur le territoire. Nous n'allons pas refaire les choses qui existent déjà. D'accord. Donc ça veut dire que le lionnage avec l'ADI, c'est presque un mariage.
Alors, je ne sais pas si c'est un mariage, si c'est un lianage, puisque quand il y a mariage, des fois, il y a divorce, donc on ne sait pas. Je ne parlerai peut-être pas de mariage, mais je dirais tout simplement que c'est une bonne collaboration qui, pour nos publics en difficulté, mais pour nos publics guadeloupéens, jobbers et autres, c'est quand même une action forte pour pouvoir leur permettre de sortir de là où ils sont, pour pouvoir être de manière beaucoup plus sérieuse, je dirais, reconnaître un peu leurs droits, savoir un peu à quoi ils ont droit, à quoi ils n'ont pas droit, les accompagner dans un développement économique. Alors, d'où est venue l'idée, alors? De l'ADI ou du CECAS? Non, ou d'une étude. Ça s'est fait conjointement. Comme disait Mme Guiogo, on est déjà en partenariat, on organise déjà des événements, donc en fait ça s'est fait naturellement. Nous, on a notre semaine d'action et c'est vrai qu'on a pensé tout de suite au CCAS. L'idée a émergé en fait conjointement et on a décidé de mettre ça en place directement. Non, on travaille ensemble. Excusez-moi, on travaille ensemble depuis un moment parce qu'il ne faut pas oublier que l'ADI fait le microcrédit pour les entreprises et les CCAS font le microcrédit social. Donc déjà, par ces deux biais-là, nous travaillons déjà ensemble depuis un moment. Oui, je disais que tout à l'heure, il y a une signature hier de document avec le conseil départemental. Donc ça rejoint un petit peu cette dynamique. On développe aujourd'hui au maximum les actions de proximité sur les territoires par rapport à ces publics qui sont isolés, ces publics qui sont défavorisés. Et c'est ce que nous appelons aujourd'hui aller vers. Alors, il est 12h54, on va terminer. Je vous demande juste à chacun un mot aux jobbers qui nous regardent en ce moment, aux gens sans emploi, aux futurs petits chefs d'entreprise ou micro-entrepreneurs. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire avant de quitter? Alors, moi, j'ai envie de leur dire que l'ADI lutte contre le gâchis des talents. Vous avez votre talent, le capital ne doit pas être un frein, la peur ne doit pas être un frein pour entreprendre. Vous avez, tout le monde a un talent, tout le monde peut se lancer. Vous pouvez venir nous voir pour avoir des conseils, pour avoir une aide financière. Vous pouvez pousser les portes de l'ADI, vous pouvez nous retrouver sur adi.org, sur Internet, sur notre page Facebook ADI Guadeloupe et également sur le terrain comme cet après-midi ou encore vendredi. Dernier mot, Mme Guiogo. Tout simplement dire à nos porteurs de projets et leur donner une opportunité aujourd'hui de sortir de l'ombre et de vouloir bien venir chercher les renseignements pour pouvoir développer leur structure. Et je rappellerai aussi que la Maison France Service est là pour justement être en proximité et très bientôt nous allons avoir sur le territoire des permanences avec les impôts, puisque les impôts c'est aussi un partenaire et comme la déclaration d'impôts c'est très bientôt, donc nous aurons aussi ce partenariat et ces permanences pour les impôts. Le rendez-vous est pris donc jusqu'à vendredi 9. Les gens qui nous écoutent et qui vous ont regardé ont encore la possibilité de s'inscrire avec le QR code qui paraît s'ils ont un portable, bien sûr, et si le portable fonctionne sur le QR code. Voilà. Merci en tout cas d'être venus tous les deux. Et puis on souhaite bonne chance aux gens qui viendront à ce forum de l'insertion et de l'entrepreneuriat et surtout que les entreprises se créent et continuent. Merci, c'est surtout ça l'important. Ils se pérennisent, c'est ça la difficulté. En tout cas, merci d'être venu. En tout cas, merci à vous et puis à vendredi. Canadi sera certainement présent. On espère, 12h56, voilà. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, il est déjà 13h02. Nos deux prochains invités sont là. Madame Berthe Parfait, bonjour. Bonjour. Elle vient dans le cadre de l'instant Friapin. On va en parler justement. Elle a des nouvelles recettes à nous donner. Et M. Victor Nanette, président de l'IGUAFO, qui est partenaire de la bataille des saveurs. Alors, on va commencer d'abord par Madame Parfait. Je disais l'autre semaine que l'année Friapin, finalement, elle continue. Oui, elle continue effectivement. Il y a divers aspects dans l'utilisation du Friapin déjà. Divers aspects au niveau de la conservation également. Donc moi je parle surtout de la conservation du Friapin. C'est-à-dire que... Je ne savais pas qu'on conservait le Friapin. Mais justement, c'est ce que je suis venue proposer. Oui. Le Friapin, c'est un produit saisonnier. Oui, bien Et sûr. quand il n'y en a plus, bien, moi je propose de conserver pour en trouver quand il y en a plus. Il faut pas le conserver au congélateur. Ah non, sans dépense d'énergie aucune. Ah, si on le met au congélateur, une tranche on a coupée, on met au congélateur, ça ne tient pas. Ça tient au congélateur. Oui. Il y a même d'autres méthodes de conservation avec mes parents quand j'étais petite. Maman conservait le Friapin dans de l'eau. 2 jours. Dans de l'eau, oui, de l'eau froide. Oui. Elle changeait l'eau chaque jour parce qu'il ne faut pas que l'eau soit chaude. Oui, oui.
Et ça se conservait 2 jours, ça tenait la route, Oui. à température ambiante. Mais les autres méthodes de conservation sont souvent, comment dirais-je, il faudrait utiliser de l'énergie. Oui. Congélation, réfrigération, et même atmosphère contrôlée, comme à Trinidad, dans les pays de la Caraïbe. Oui, j'ai vu qu'en Jamaïque, on vend des fruits à pain en sous conserve. sachet, oui, En c'est vrai. conserve. Alors, quelle est la méthode que vous préconisez, vous? Alors, moi, je propose une méthode où on utilise de l'eau, du sel, pour faire une saumure, et on permet à ce fruit à pain, disons qu'on permet à des bactéries qui sont sur le fruit à pain de se développer, de produire de l'acide lactique, et c'est l'acide lactique qui conserve, en fait. Au bout de combien de jours? Au bout d'une semaine, on a un produit fermenté. Et oui, mais alors, le fruit à pain qu'on a conservé à ce moment-là? Alors, on met ça on conserve dans un récipient de fermentation. Oui. Et ce récipient de conservation. Alors, qu'est-ce que vous appelez récipient de conservation? Alors, c'est souvent, vaut mieux un bocal en verre plutôt qu'un récipient en verre. On a fait le vide ou pas? Non, pas du tout. Même pas. Simplement, on met le fruit à pain à l'abri de l'air. D'accord. Avec de l'eau, on remplit le bocal. Si on prend un bocal de 1 litre ou 2 litres, hein, d'accord. avec joint, les bocaux en tranchant quand même. En morceaux de fruits à pain. Oui. On met de l'eau et du sel. Le sel, c'est la quantité de sel, c'est la quantité d'eau et de fruits à pain qu'il y a dans le bocal. Oui. Donc 3%. Plus c'est gros, plus il faut un petit peu plus de sel, mais bon, disons 3%, ça suffit. On ferme le flacon au bout de 24 heures pour permettre aux bactéries lactiques qui sont sur le fruit à pain de se multiplier. Oui. Et il y a des bactéries qui utilisent l'oxygène qui est présent. Si vous voulez, il y a comme une suite de flore qui s'établit, de telle manière à maintenir le produit dans un état d'anaérobiose. Les bactéries lactiques où il n'y a plus d'air, les bactéries lactiques qui sont là produisent de l'acide lactique, et le produit se conserve plus de 2 ans. Jusqu'à? Plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Alors, quand on le sort des bocaux, comme on voit là en ce moment, il est en quel état, le fruit à pain? Il est blanc, il ressemble à du fruit à pain. Oui, simplement, il est acide. Il est devenu plus spongieux? Non, pas du tout. Il a conservé sa texture. Oui. Simplement, il est acide. Acide parce qu'il y a eu production d'acide lactique. Oui. Les bactéries ont utilisé l'amidon, c'est un sucre, transformé l'amidon en acide lactique, et c'est l'acide lactique qui conserve. Donc le produit, il n'a plus le même goût qu'un produit frais, il est un peu acide. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut le laver? Il faut simplement laver. Vous savez, en plus c'est salé, parce qu'on a mis 3% de sel. Mais oui, justement, j'allais vous dire... Alors vous faites comment on fait pour la morue? Oui. On dessale. Oui, on dessale la morue. On dessale la morue. C'est bien ce que je vous posais comme question. Voilà. On dessale la morue, on dessale le fruit à pain. Oui. Ça ne dure pas longtemps. Hein. On dessale et puis après on cuit comme un produit frais. On peut faire même de la poudre de fruits à pain avec comme ça? Oui. On peut utiliser toutes les sorbets chauds. Je n'ai pas essayé tout ça, mais j'ai essayé en farine. Alors, en farine, ça va? Oui, alors j'ai 2 méthodes moi. J'ai la méthode avec la saumure dans de l'eau. Oui. Et j'ai une méthode, par exemple, je m'étais dit, pourquoi ne pas faire un gratin de fruits à pain? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découpé le fruit à pain en lamelles. D'accord. J'ai pris du sel, j'ai mélangé avec le sel, mais je n'ai pas mis d'eau. Donc, j'ai sans eau. J'ai mélangé toujours dans le bocal, hein? Toujours dans le bocal, mais il faut remplir le bocal pour qu'il y ait le moins d'air possible. D'accord. Et puis, au bout d'une semaine, ou quand je veux, dans 2 ans ou 3 ans, je peux utiliser mes fruits à pain. Simplement, je rince. Et puis, je fais du gratin, je peux faire des chips, je peux faire ce que je veux. Oui. Et pareil, au goût, c'est toujours pareil Il faut te dire qu'un produit qui est transformé n'a jamais le même goût qu'un produit frais. Oui. Donc, il est un peu acide. Oui. Mais l'acidité lactique, ce n'est pas une acidité qui est aussi agressive que le vinaigre ou le citron, en fait. C'est supportable, voilà. Et en plus, ce qu'il faut dire aussi, l'acidité lactique vient de bactéries qui sont utiles, qu'on retrouve dans notre flore intestinale, qui a sous notre peau, sous les feuilles d'arbres, de végétaux. Donc, ce sont vraiment des bactéries qui sont utiles. Ce qui fait que, je peux vous dire, moi, j'aime bien récupérer le dépôt au fond du bocal. C'est un dépôt blanc qui est composé de fécules de fruits à pain et de bactéries lactiques. Et un dérangement intestinal me permet de... Je lutte contre un dérangement intestinal en prenant un petit peu du dépôt, une cuillère, je dilue dans l'eau, et c'est bon. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai vu qu'en Jamaïque, on mettait des fruits à pain vraiment en conserve. Donc, on le vendait comme des sardines, comme des haricots, etc. Mais sous atmosphère contrôlée. Ah là, c'est sous atmosphère contrôlée. Oui, du CO2 et de l'oxygène. Mais il y a une teneur spéciale pour ça.
Ouais, on n'est pas encore arrivé à ce stade. Ah non. Parce que là aussi, c'est une dépense d'énergie. Il faut du CO2, il faut trouver de l'oxygène en bouteille. Non. Donc vous avez une démarche écolo. Vous avez une démarche écologique, protection de la nature. Sans dépense d'énergie. Oui. Bien. Alors, sinon, puisque je sais que vous êtes diététicienne, je crois. Non, j'ai travaillé à l'INRA. À l'INRA. Alors, quel est l'état du développement du fruit à pain depuis l'année, depuis 2023? Puisque je sais que M. Véripla était ici il y a 15 jours, il disait qu'il faut absolument qu'on passe à la vitesse supérieure. Est-ce qu'au niveau de l'INRA, on a pris conscience que le fruit à pain peut remplacer beaucoup de choses? Alors, disons déjà que je suis retraitée INRA depuis quelques années. Oui. Nous, ce que nous avons essayé de promouvoir, justement, c'est cette transformation du fruit à pain. Il y a eu des personnes qui sont venues nous voir, qui sont maintenant fabriquent de la farine de fruit à pain, qui font des beaux kits de fruits à pain. Beaux kits de fruits à pain. Donc, on a testé ça, la farine de fruits à pain, pour faire de la pâte, la pâte de pain. On peut faire aller jusqu'au dombré? On peut faire ce qu'on veut avec. Oui. Il faut, si vous voulez, il faut dire ça, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas beaucoup de gluten. Voilà, c'est ça. Y a pas, donc, si vous voulez faire du pain, il faut rajouter de la farine de blé ou de la farine de manioc. En fait, il faut savoir ce qu'on veut faire avec pour pouvoir préparer ce fruit à pain. Oui, mais non, mais je vous pose la question, pourquoi? Parce que vous avez dit le fruit à pain, il est saisonnier. Oui. Alors, est-ce que les plantations de fruits à pain augmentent ou n'augmentent pas en Guadeloupe? Les gens ne plantent pas de fruits à pain. Par contre, ce qui est intéressant, j'ai vu que quand même ça change avec le travail qu'a fait M. Luc Jean-Marie. Oui. On peut planter du fruit à pain en pot. Parce qu'il faut avoir de la terre, le terrain pour voir. C'est grand. Oui, mais là où il est énorme. Oui. Mais en pot, on peut maîtriser la taille du fruit à pain. Oui, d'accord. En Jamaïque, il y a des fruits à pain nés. D'accord. Et les gens peuvent rester sous le fruit à pain, cueillir le fruit à pain, il n'y a pas de problème. Donc il faudrait en arriver là. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Alors, ce n'est pas une critique, mais c'est une remarque. Oui. Pourquoi c'est. Comment s'appelle l'association de M. Véripla et Jean-Marie qui a pris cette décision de booster un peu le fruit à pain et pas l'INRA? L'INRA faisait de la recherche. Il y avait un laboratoire de technologie des produits végétaux, c'est-à-dire que nous travaillions sur les produits végétaux. Donc, nous avons commencé par travailler sur la canne. Ensuite, nous avons travaillé sur... Nouvelle Voie, chercher une association, c'est Nouvelle Voie. Oui. C'est-à-dire que l'INRA est payé pour faire de la recherche. Oui. Et bon, maintenant, depuis quelque temps... Mais le fruit à pain n'était pas un objet de recherche suffisant? Exactement, voilà, c'est ça. Ah bon, alors est-ce qu'il y a une prise de conscience maintenant avant votre départ? Je ne crois toujours pas. Je ne crois pas. Il pas attendre. Par contre, ce qui se passe, c'est que maintenant, ils cherchent à utiliser les produits locaux dans les cantines, donc créer une espèce de cantine un écosystème autour du fruit à pain ou d'autres produits locaux, d'autres produits tropicaux. C'est ce que fait Nouvelle Voie. Ils essaient d'introduire le fruit à pain dans les écoles avec, je crois, la CNVT. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est par les associations qu'on peut arriver à obtenir cela, qu'on peut arriver à développer cette filière-là. Mais la recherche, il faut payer la recherche. La recherche, il y a autre chose certainement à payer. Oui, mais j'ai eu l'occasion de me rendre compte que même au niveau de la canne, la recherche n'est pas suffisante. Parce que... il y a des produits, enfin bon, je ne suis pas... Oui, on ne va pas faire de politique. Hein. Non, ce n'est pas de la politique, non, mais j'observe quand même ce qui se passe dans mon pays et je me rends compte qu'au niveau de l'INRA, je ne sais pas, est-ce que l'INRA... Je peux vous dire, j'ai travaillé pendant des années sur la canne à sucre, la transformation de la canne à sucre en rhum. Oui, d'accord, mais sur les variétés. Parce qu'il y a des variétés qui ont disparu de la Guadeloupe, qui étaient beaucoup plus intéressantes. Oui, mais parce que la canne à sucre était et est cultivée pour fabriquer du sucre. Oui. Le rhum, c'était comme quelque chose d'accessoire. Oui, d'accord. Mais c'est ça le souci. Ouais. Donc, dans le développement, il faut réfléchir pour ça. Dire il y a le produit pour faire quoi avec? Alors, je vais vous poser une dernière question. Oui. Les démarches de recherche de l'INRA viennent d'où? De la Guadeloupe ou Je ne suis plus à l'INRA, monsieur. Non, mais comme vous étiez là, vous pouvez répondre à la question. Non, elle ne venait pas de la Guadeloupe. Non, mais parce que l'INRA, c'est pas l'Institut guadeloupéen, c'est l'Institut national. National, bien sûr. Donc, tout vient de France. C'était comme ça de mon temps, je ne sais pas si c'est encore le cas. Bon, alors peut-être mais ce qu'il y a à faire, c'est nous, au niveau des associations, au niveau des personnes qui ont, qui veulent promouvoir les produits locaux, il y a un travail à faire. Je pense que c'est par les associations qu'on va y arriver. Oui, et pas par la recherche. Il n'y a pas de recherche vraiment à faire, si vous voulez. La recherche, c'est quelque chose de très pointu maintenant qui doit
On a fait une recherche sur les maladies, une recherche sur certaines plantes. Mais non, parce que regarde un peu ce qui se passe. Y a pas... Le roucou, par exemple. Oui. Oui, mais il n'y a pas de production de roucou. Si le jour il y aurait une production importante, je oui, peux vous peut-être. donner même le cigare. Un moment, l'INRA a refusé de développer le tabac ici. Il y a quelques... Vous n'étiez pas oui, mais c'est pas connu. J'ai lu ça, non, mais je me suis renseigné quand même. Oui. Ils ont refusé de développer l'utilisation du tabac pour nous faire de la cigarette ici. Plein de produits. Oui, mais si vous voulez, il faudrait voir les élus, voir un petit peu quel projet pour la Guadeloupe, qu'est-ce qu'on veut développer. Voilà, si vous voulez, nous, au niveau recherche, quand il y a le projet... Oui, on vous donne le projet clé en main et vous le développez. Il faut nous financer pour le développer. Je pense que c'est surtout ça le problème. Oui, on ne va pas quitter le domaine. On va parler avec M. Nanette, puisqu'il est président de l'Iguaflore. Deux petits mots déjà. C'est quoi l'Iguaflore, pour les gens qui ne savent pas? Oui, je dis bonjour quand même aux téléspectateurs et à tout le monde. Donc l'Iguaflore, donc le cycle déjà, c'est... oui, voilà. Le cycle, c'est l'interprofession guadeloupéenne des fruits et légumes. Voilà. Oui. Donc c'est horticole. Donc c'est une organisation, c'est une association. Donc comme son nom dit, interprofession, c'est-à-dire que nous regroupons plusieurs familles de professions. Donc il y a les producteurs agricoles, donc producteurs agricoles qui produisent des fruits et légumes. Et puis vous avez les fournisseurs d'intrants, vous avez les agrotransformateurs, vous avez les distributeurs. Donc l'idée, c'est de mettre en adéquation tout ce monde-là, c'est-à-dire que les producteurs jusqu'à l'agrotransformateur. C'est pour qu'il y ait une planification, c'est-à-dire que les distributeurs connaissent le marché et donnent aux producteurs des informations sur qu'est-ce qu'il faut produire, quelle quantité, et les producteurs font leur planning de production pour qu'il y ait une fluidité pour satisfaire la demande de... Alors, est-ce que... Mais ça, c'est l'objectif. Oui. Donc ça, il faut associer donc, le maximum de monde dans chaque famille. Donc nous avons actuellement, pour les familles, les producteurs, nous avons les organismes producteurs, les 4 organismes producteurs de la Guadeloupe, SICAPAG, SICALISé, Caïmelonier, SICAFEL. Il y a Iguavi aussi. Iguavi, c'est une autre interproposition, c'est pour la viande. Oui. Nous, c'est-à-dire que Iguaflore et Iguavi, c'est les mêmes choses. Nous, c'est pour les fruits et légumes. Deux secteurs différents. Voilà, deux secteurs pour la viande. Et donc, nous avons les supermarchés, certains qui sont avec nous. Donc, nous avons fait tout ce monde-là et pour arriver au fur et à mesure à l'objectif visé. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la filière, on est satisfait du fonctionnement de la filière? Donc, comme je vous dis, je dis qu'on veut atteindre l'objectif qu'on n'a pas atteint, c'est-à-dire qu'on ne veut pas encore satisfait, c'est-à-dire qu'on fait le maximum pour... Qu'est-ce qui manque? C'est-à-dire que c'est convaincre le maximum de professionnels de la démarche, tant que du côté des producteurs que du côté des distributeurs et des agrotransformateurs. Donc, plus d'interprofession, on dit représentative, plus il y a la profession est bien représentée dans la famille, plus le fonctionnement va... Parce qu'il faut que... pour qu'il y ait une planification veut dire qu'il faut mettre en place des règles. Oui. Parce que s'il n'y a pas de règles, ça va marcher. Mais pour imposer des règles, il faut qu'une majorité soit d'accord avec les règles. Donc c'est ça. Alors, sur ce que disait tout à l'heure, madame, sur le fruit à pain, qu'est-ce que vous avez ajouté? Sur le fruit à pain, c'est un grand débat, le fruit à pain. C'est-à-dire que tout le monde parle de fruit à pain, comme on parle de la mangue, histoire de... Au moins, il n'y a pas... Non, mais sauf qu'il y a quand même, depuis quelques années, parce que sauf seulement depuis 2023, puisque l'association Nouvelle Voie existe depuis longtemps, on sent quand même qu'il y a une volonté de faire avancer un petit peu le fruit à pain en Guadeloupe. Oui, mais ça fait partie de notre job, qu'on peut dire. Donc, nous, c'est produire... Bon, je sais que dans les produits commercialisés par nos partenaires, le fruit à pain fait partie, mais
pas encore transformé. Ça ne rentre pas dans le périmètre de l'Iguaflore? Si, actuellement, il y a des fruits à pain commercialisés, mais les fruits à pain brut, il n'y a pas encore... Est-ce que la production est... Parce que il faut, quand on veut commercialiser, il faut produire. Oui. Il faut qu'on puisse trouver à n'importe quel moment Oui. le fruit à pain. C'est Oui. peut-être ça le souci. Oui, parce qu'il y a une volonté de planter maintenant. Il y a des producteurs qui commencent à planter. Il y a déjà des bonnes plantations. On ne peut pas dire que c'est encore suffisant, mais il y a des plantations qui sont en cours et ça se développe. Je pense que d'ici quelques années, on aura une belle production de fruits à pain. Alors, au niveau de l'Iguaflore, qu'est-ce qui fonctionne bien? Au niveau de... dans ce rayon-là, je veux dire, quelle est j'ai envie de dire, est-ce que c'est plus les bananes, les ignames, etc. Quelle est la production qui est là? Nous avons plusieurs productions puisque il y a des productions qui sont déjà en production satisfaisante, telles que tomates, laitue, concombre, pastèque, melon. Même le concombre? Oui, parce que je vois les prix des concombres, oui, ça monte et ça descend. Oui, on sait qu'il y a une bonne saisonnalité, mais globalement, on est à plus de 60% de satisfaction du marché en concombre, tomates, laitue, melon. Donc on n'est pas à 100%, mais c'est... Et l'ananas? Comment? L'ananas. L'ananas, on a un peu moins, puisqu'il y a quelques difficultés au niveau de la production d'ananas qui se sont révélées ici, puisque l'ananas était bien représenté, mais techniquement, il y a des problèmes techniques à résoudre pour pouvoir avancer encore dans l'ananas. Pareil pour le citron? Est-ce que le citron, tous les agrumes, on a connu la période du citrus green. Oui, il y a une période où ces agrumes-là étaient attaqués. Oui, là on commence à trouver des solutions, donc c'est en train de repartir, mais vu le coup qu'on a eu, ça... Alors, l'autre question, monsieur de l'Iguaflore, avant de parler de la bataille des saveurs, c'est qu'on parle de plus en plus d'une agriculture propre, c'est-à-dire sans produits phytosanitaires. Est-ce qu'au niveau desIguaflore, on peut dire qu'aujourd'hui, je ne parle même pas du bio, je parle uniquement de l'agriculteur normal? Oui, moi je dis que l'agriculture est toujours propre, puisque c'est un problème de conscience du producteur. Il y a des règles pour utiliser les produits phytosanitaires. Donc, du moment qu'ils sont utilisés dans les règles, ça doit être propre. Mais bon, on sait qu'il y a eu des écarts de certains. Je ne parle même pas du couleur des fleurs. Oui, ça c'est déjà une vieille affaire. Mais je parle concernant les Guaflores, actuellement, nous avons mis en place une démarche pour avoir des produits garantis. Oui. Et ça, c'est à travers une marque qui a été créée par les Guaflores, qui s'appelle Mossotella. Oui, Mossotella, oui, je sais. Donc Mossotella, ça veut dire que ça a estampé les produits qui sont déclarés, comme vous dites, propres, c'est-à-dire que déjà sans chlordécone, où le producteur a suivi une démarche respectueuse dans l'environnement. Oui. Et alors pour le bio, l'Iguaflore fait du bio aussi? Oui, il y a des producteurs bio. Moi-même, je suis producteur bio en partie pour certains produits, sur mon exploitation. Il y a plein de producteurs bio à l'Iguaflore. C'est-à-dire que ça fait un secteur de production, mais pas tous les produits. Parce que j'ai reçu récemment M. Célin, président de la Chambre d'agriculture ici, qui me disait qu'il y a encore des secteurs qui ne sont pas suffisamment développés au niveau de l'agriculture. Parce que bon, on parle beaucoup de canne et banane, d'accord, mais enfin, on ne mange pas que de la canne et de la banane tous les jours. C'est pour ça que nous sommes là, nous sommes en train de porter manœuvre. Ah, on va porter manœuvre quand même? Et oui. Alors, justement, deux petits mots quand même sur la bataille des saveurs. Il y a 5 séries, je crois, un webinaire fait par Mme Kéroul, qui est venue ici la semaine dernière. Une série sur le web. Et c'est sous le patronage de M. Kirchner et de sa fille. Oui. Alors, on ne sait pas encore qui a gagné. Non, je ne sais pas encore qui a gagné. On saura ça quand? Dans pas longtemps. Puisque la série est terminée, la dernière série, c'est aujourd'hui. Oui, mais on le saura. Parce que là, nous avons eu tout à l'heure. On le saura tout à l'heure. Alors, quels sont les critères qui vont quand même permettre de définir le gagnant ou la gagnante ou les gagnants? Oui, déjà, peut-être faut revenir un peu sur la bataille de saveurs. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que c'est, quoi? Parce que, en fait, comme je disais au début, c'est que
l'Iguaflore, pour son essence, c'est pour aider à mettre en adéquation la distribution. Vous leur avez donné les produits pour la cuisine, hein, c'est bien ça. C'est mettre en adéquation la production et la distribution. Oui. Donc nous voulons développer la consommation. Et donc la balade des saveurs, c'était dans le cadre de promotionner les produits du terroir. Oui. Nous avons lancé ce concours de cuisine avec des influenceurs, des gens qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux, mais qui ne se connaissent pas en cuisine. Oui. Donc, un concours de cuisine, donc ça a plusieurs aspects, de faire connaître aux gens les produits locaux, et aussi d'apprendre la cuisine lorsqu'ils regardent la... Il y a des fouilles un peu en fait dans... Oui, il y a enfin, j'ai pas vu, j'ai regardé d'autres séries, j'ai pas vu beaucoup de fouilles un peu. Il y a tous les produits. Donc ça permet aux gens de connaître, en regardant la série, de connaître les produits et d'apprendre à les cuisiner aussi. Oui. Donc c'est ce que l'Iguaflore a voulu en lançant cette série. Bataille des saveurs. Bataille des saveurs avec la réalisatrice, Madame Kéroul, qui est très bien dans ce qu'elle fait. Oui. Donc ça permet de réaliser un très joli travail qui permet de promotionner nos produits. Oui. Et donc, celui qui va gagner, bon, je ne sais pas, ils auront un prix, tout ça, mais au niveau de la cuisine qui sera faite, enfin, le plat qui sera honoré, qu'est-ce que ça va devenir quoi? Un plat référentiel pour l'Iguaflore aussi? Ben, peut-être c'est une idée. On n'a pas encore réfléchi à tout ça. Peut-être il faudra qu'on définisse la suite, puisque après, on peut imaginer une suite à cette série pour aller plus loin. Bien, ben on attendra les résultats. J'espère qu'on les aura. C'est dans la semaine? Oui. Dans la semaine, on aura les résultats et on saura qui a gagné la bataille des saveurs et la bataille du fruit à pain. Comment on appelle ça? Confit? Comment Lactofermenté. Lactofermenté. Oui. Donc le mode d'emploi est disponible où? Parce que vous l'avez expliqué là, mais les gens qui... Oui, au niveau de l'association, ils ont des plaquettes avec le mode d'emploi. Dans Nouvelle-Voie? Oui, Nouvelle-Voie. Alors les gens qui sont intéressés peuvent s'adresser à Nouvelle-Voie pour, voilà, c'est ça, pour lacto-conserver leur fruit à pain. Voilà. Ben, en tout cas, merci pour ces bonnes nouvelles et merci aussi M. Nanette. Pour l'Iguaflore, on espère que nous gagnons et que nous pouvons gagner là Kevin Bueno. Oui, tout à fait. Kevin événement qui roule pour les premiers avertis. Voilà, merci de votre intervention. 13h26, on prend la deuxième et dernière pause. On va retrouver tout à l'heure José Turlepin, mais c'est l'habitude, mais aussi on va faire le focus de la journée, le proverbe du jour et aussi le focus sur Akio. Ce sera dans un petit instant. Voilà, il est exactement 13h32. Nous sommes déjà avec José Turlepin, mon jupon. Bonjour. Bien, bonjour, Danick. Tout bien, marché bien? Assurément. Une question, peut-être là, Marie, là, c'est qui change là? Alors, après, quoi sont en tête développée? Oui, sont tête développée, avant tête Marie? Non, en tête développée, mais en bas, il y a une petite inspiration. Il y a une petite gamme quand même. Absolument. En bas, il y a une petite inspiration à la tête Zambo. Zambo, c'est peut-être à Madame Jock. Ah, d'accord. Madame Jock. Donc, il n'y a pas vraiment de Zambo, mais il y a un petit fraiseur à un Zambo. Bon, qu'est-ce que c'est un Zambo? Parce que la coiffe Zambo, c'est coiffe femme en politique t'es capotée. Son création à femme politique. En Guadeloupe? Ah oui, absolument. Ouais. Donc, c'est femme Jock, femme... Mettez à côté sans quoi nous brûler. C'est femme Gaïa, d'accord. On revient à l'actualité. On a déjà parlé du pôle logistique du CHU en grève avec Olivier Félix. Et là, maintenant, on va voir la signature de la convention pour les bénéficiaires du RSA. C'est parti. Nous venons de signer une convention avec France Travail pour accompagner les demandeurs d'emploi. Un accompagnement global, puisque vous savez, lorsque vous êtes en situation de chômage, pour retrouver un travail, il peut y avoir plusieurs freins. Des freins économiques, des freins de formation, des freins sociaux, psychologiques, mais également familiales. Il se peut que vous ne pouvez pas retrouver un travail parce qu'il y a un problème de logement.
ou encore parce que des problèmes de déplacement, vous n'avez pas le permis ou encore le transport ne permet pas, ou encore c'est des problèmes psychologiques. Certaines personnes qui sont en situation de violence conjugale. Cette signature elle est extrêmement importante pour le territoire. C'est finalement une alliance de travail entre le Conseil départemental et France Travail, donc Pôle emploi devenu France Travail, au bénéfice finalement de la population et en particulier des bénéficiaires du RSA. Ces travailleurs, ils vont écouter, ils vont mettre en place un parcours avec ces différentes personnes pour leur permettre de sortir de cette précarité et être en situation d'emploi. Et nous avions 7 personnes dans les différentes agences de France Travail et là nous allons recruter 8 autres assistantes sociales qui seront dans les services, dans les agences, de manière à ce que nous ayons à peu près une quinzaine sur l'ensemble donc, du territoire, puisqu'aujourd'hui, celles qui sont là interviennent sur 2 agences. Mais ce qu'on veut, c'est qu'elles soient totalement disponibles aux personnes qui sont en souffrance et pour les aider au mieux. Une fois qu'on a traité toute la partie sociale, on peut se concentrer sur la partie professionnelle et retrouver soit une formation, soit un emploi. Et on l'a vu avec cet accompagnement global, on a pu ensemble, finalement, en regroupant nos forces, on a pu augmenter notre capacité d'accompagnement de ces bénéficiaires du RSA ici en Guadeloupe, plus de 32% par rapport à l'année 2022, et avoir davantage de résultats. Et le renouvellement de cette convention, c'est précisément l'objet. Continuer à travailler ensemble, renforcer notre action au service de ceux qui en ont le plus besoin, et en particulier les bénéficiaires du RSA. Voilà, tout à l'heure on parlait justement de ce séminaire qui aura lieu pour la création d'entreprises. Et bien justement, les bénéficiaires du RSA sont extrêmement attendus. Autre sujet de Michel Héraclide, cette fois-ci, c'est la rentrée solennelle du Conseil des prud'hommes. On va tout de suite voir ce reportage. La juridiction prud'homale est une juridiction qui touche aussi bien l'employeur que le salarié. Donc oui, il y a eu beaucoup d'affaires et il y en aura, j'espère, de moins en moins, puisqu'en fait, il y aurait moins de problèmes entre les employeurs et leurs patrons et les salariés. Mais bon, c'est une justice nécessaire et paritaire. La rentrée solennelle annonce une nouvelle année et finit une année précédente. L'année précédente, il faut le dire, a été difficile pour les prud'hommes de Basse-Terre, puisqu'ils ont dû subir des démissions en cascade, des problèmes de remboursement de frais, et avec ça, un manque de participation finalement de la vie judiciaire, des avocats, etc., à leur fonctionnement. Et c'est vrai que l'année 2023 est marquée par beaucoup de difficultés qui ont eu l'air de vouloir commencer à se régler à la fin de l'année. Donc forcément en 2024, on est plein d'espoir. Nous avons réorganisé effectivement les tableaux de roulement de façon à avoir les conseillers disponibles le plus souvent possible, de façon à tenir quand même les audiences et ne pas pénaliser les justiciables. Nous avons un désintérêt des conseillers patronaux, puisqu'on voit qu'ils ne sont plus que 8 aujourd'hui, enfin nous ne sommes plus que 8 aujourd'hui, et ça ne permet pas de tenir toutes les juridictions. Donc il faut qu'on remette de l'intérêt dans les chefs d'entreprise pour qu'ils viennent travailler avec nous. Alors on va revenir à l'actualité un petit peu musicale et de transport sur les navires, puisque le Typical était pendant quelques jours en croisière. Et Maurice Cessé, qui est de passage en Guadeloupe, était aussi de cette croisière. Non, le sujet n'est pas encore prêt, donc on va faire le focus d'abord. Oui, le focus est prêt, par contre. Alors, focus aujourd'hui sur hommage à Akio. Akio, son mouvement culturel guadeloupéen qui fait en 79, il joue un rôle important, fondal, en 2009, puisqu'il était à un groupe-là qui était né au LKP, et c'est en 78, au moment où le mouvement revendication nationaliste Guadeloupe monte capable depuis de l'indépendance, deux ou trois personnes qui étaient amis, des patriotes, ils semblaient à l'entour à Goka, et Vélo aussi, ils ont décidé de porter un gamme pour qu'on avait le Guadeloupe et de proposer l'autre but. C'est-à-dire que juste à ce moment-là, ça avant Kyo, déjà ni tambour, plastique bande comme ça, mais pas ni mouvement, pour à cabrit, et nous avons parlé de ça, parce que ni satin, pas y être crié, et à ce moment-là, ça, Akio décidé tambour à peau,
Et pour Boulaye Maké, bien sûr, il a joué rythme Goka, mais aussi surtout rythme Saint-Jean. Et c'est à ce moment-là, ça, à qui est rentré en scène, ça a commencé en la rue La Pointe, il est sorti, nous savons qui est sorti à La Pointe, et petit à petit, à qui a commencé à prendre force. Et en 1900, c'est un pas trop moins, 1984, les vélos disparaissent montant en Filaro, et bien Akio décide de fond association 1901 et ils ont commencé à créer le mouvement culturel parce qu'il ne faut pas que monde comprenne que Akio c'est un mouvement à masse, c'est aussi un mouvement culturel et ils ont fait ça Akio musique, parce que Akio musique c'est ça qui permet des parfois on va Akio 6 scènes, n'a pas ni 200 personnes à 6 scènes là, mais il y a à peu près entre 40 et 60 quelquefois. Et j'ai tourné à un paquet de pays, j'ai joué en France, mais pas seulement là, et j'ai joué Martinique souvent. Et le groupe là, ça, ben, il vient fondal, puisqu'à partir de là, il a gagné le point, après le point gagné Vim, après Vim gagné 50-50, etc. Masque à clé, enfin bref, Akio c'était premier là, et à partir de là, les groupes a pour point tout ballon à eux, et nous avons la photo à François Ladrizo, qui justement, il y a des photos mi-temps avec Okrel, à groupe Akio. Nous écoutons un petit coup de musique à eux tout à l'heure, et là, nous avons vu ainsi proverbe à Jodla, proverbe à Guadeloupe Jodla. Voilà, acte et conséquence, le proverbe du jour, à pas main joue feuille tomber en de l'eau, il n'y a pas même joue, comme on dit, pas même joue feuille tomber en de l'eau, il a pourri, c'est-à-dire les actes, eh bien, il y a des conséquences à eux, tout ça on va faire, on joue l'autre, qu'on dit l'autre boucle là, tout butin son butin. Par rapport à ton butin. Par rapport à notre butin, exactement. Proverbe tiré de proverbe créole longtemps. On dit parole dit c'est un ouvrage à M. Martin Mériol. Est-ce que le clé, oui. Alors, on peut voir le sujet de Maurice Cessé, c'est parti. Je vous le disais, nous avons interrogé Virginie de Dom Voyage et puis quelques personnes qui sont présentes ici avec le Typical Pressé qui se trouve depuis quelques jours sur ce bateau de Costa qui fait une croisière au niveau de la Caraïbe. Alors une ambiance très tropicale et très pressé, Daniel. Tiens. Bonjour, bonsoir à tous. Et puis, nous sommes là, nous avons emmené le soleil sur le bateau. Le Typical Pressé est toujours égal à lui-même. Vous le savez, tout le monde le sait maintenant que nous avons une musique particulière, une musique chaude qui fait danser les gens et qui est très entraînante. Donc, nous avons emmené ça sur le bateau. Ça se passe très bien depuis 2 jours. Et les gens sont contents, hyper contents. Même le personnel de Costa est enthousiasmé. Dom Voyage qui nous accompagne est au paradis. Donc, et nous-mêmes, on se retrouve avec les fanatiques à congratuler avec eux, à être partout avec eux, en journée, en soirée. Et ça nous fait du bien, c'est tout à notre honneur. Alors c'est vrai, vous avez l'habitude de jouer dans une salle, mais jouer sur un bateau, qu'est-ce qu'il y a de plus? Il y a une organisation particulière? Oui, effectivement, ça demande beaucoup d'organisation administrative et technique. Mais on a l'habitude, avec le Covid, on avait arrêté, mais on a l'habitude d'être toujours, de faire des croisières avec nos fanatiques. Ça leur permet de faire, ça les fait plaisir. D'ailleurs, nous aussi, en journée, on se repose, on peut congratuler avec eux surtout. Et ça nous permet d'être plus proche de notre public, surtout. Et puis le soir, de jouer pour eux tous les soirs. Et puis c'est pour eux, c'est l'apothéose, quoi. C'est bien. Oui, monsieur Cessé, j'ai l'habitude de vous voir sur Canal 10. Je vous dis que je vous vois. Et j'apprécie ce que vous faites. Et je suis contente que vous soyez avec nous ce soir avec le Typical. Moi, je suis fanatique de Typical. J'aurai presque 80 ans, mais je suis fière d'être là ce soir. Merci de ce que vous faites. Et je vous remercie et je vous aime.
bien, c'était typical, précis. Est-ce qu'on aimait typical? Oui. Oui. Aimer danser, Dani. On aimait danser, donc en tout cas, on ne peut pas aimer typical. Voilà, 13h44, tout de suite, générique, moi j'y pense arrivé et précis, comme typical. Quelle est l'évolution de la guêpe sous Louis XIV? C'est parti. Non, avant, dans quel... Oui. Voilà. La robe à court d'appart. Générique, oui, c'est parti, non? Voilà, alors je disais que c'est la deuxième partie de racontage qui avait été commencé il y a quelques jours sur la robe à corps d'apparat, la robe à guimpe. Voilà, on va continuer dans les robes à corps d'apparat et la robe à guimpe est une robe à corps, est une déclinaison particulière de la robe à corps et elle reste aussi une robe d'apparat parce qu'elle est rare. Danick, est-ce que tu connais la robe à guimpe? Non, honnêtement, je ne pas connaître ça même. Écoutez pour comprendre. Oui, on va comprendre quelle catégorie de vestiaire on doit classer la robe à guimpe. Alors, la robe à guimpe est une robe d'apparat. C'est une robe chère, est une robe que l'on va porter dans les grandes occasions, baptême, mariage, mais aussi les grands bals qu'il y avait à l'époque. Et dans les grands bals, on allait porter sa guimpe qu'on avait pris le soin de préparer plusieurs mois à l'avant. Dans les bals, pourquoi cette importance dans les bals? Parce que c'était le lieu où allait se retrouver toute la bonne société de l'époque. Donc, il fallait se faire voir et surtout, en se faisant voir à ces grands bals, on assurait en fait son statut social. On disait « j'appartiens à la société des influents ». D'accord. Et qu'est-ce que c'est une guimpe? Alors, la guimpe, à l'origine, elle est née au XVIIIe siècle. À l'origine, c'est une pièce de tissu blanc qui va couvrir le cou, les épaules et la poitrine des religieuses. Donc, elle est encore portée par certaines religieuses. Cette guimpe la mode, les femmes vont s'emparer de cet élément du costume de la religieuse et la transformer. Donc la guimpe va devenir, on peut rester sur la première image, va rester un élément de ce costume. En revanche, sous Louis XIV, la guimpe va prendre une autre définition, une autre acception. Parce que Louis XIV, pour lui, le costume n'est pas seulement un élément pour se vêtir, le costume a un caractère politique. Ah bon? Oui, pour Louis XIV, le costume est un élément politique. Une cour où les courtisans sont bien et richement habillés, une cour où les femmes ont un beau maintien, atteste de la richesse et du pouvoir de cette cour. Donc, le costume va devenir un élément qui dit « Regardez à quel point ma cour est riche, fastueuse et à quel point, du coup de ce fait, j'ai du pouvoir. » Donc, la guimpe sous Louis XIV va se transformer et devenir un petit corsage sans manches avec un col toujours montant qui va se mettre sous une robe pour cacher ce décolleté, pour cacher l'entresein des femmes. Donc la guimpe, première image, on voit, et là c'est une guimpe de tulle à volant. Donc la guimpe sera toujours un élément qui va cacher tout en laissant voir. J'ai bien l'impression parce que c'est un petit peu transparent. C'est absolument, c'est du tulle. Oui. Les guimpières ont imaginé moult motifs de dentelle, mais c'est... Donc en fait, on se rend compte que la guimpe a une nouvelle définition. Ouais. Je cache et je montre à la fois. D'accord. Oui. Donc, la guimpe va prendre cette dimension sous Louis XIV. Aujourd'hui, par contre, la guimpe, naturellement, va arriver dans les colonies. Oui. Et ce que j'allais dire, justement, ça débarque chez nous. Ça débarque chez nous. Et forcément, chez nous, il y aura cette adaptation. Donc,
Le costume qui est le plus porté est la robe à corps. Donc, on va adapter cette robe à corps pour qu'elle puisse porter une guimpe. Donc, est née dans les colonies la robe à corps, la robe à guimpe. Dans certains livres, on va trouver le mot guimpière, c'est exactement la même chose, mais qui va s'adapter, voilà. Donc, la guimpière ou la robe à guimpe est une pièce de haut choix dans la garde-robe de la dame. C'est d'abord aussi une des pièces les plus difficiles à réaliser parce que la robe à corps doit s'adapter à la guimpe. Donc, il y aura 2 éléments à faire. Une robe à corps spéciale, très décolletée, et une guimpe volantée, tuyautée, ajourée, pour pouvoir se glisser sous cette robe à corps. Oui. Mais alors, c'est une sorte de chemisette, alors là. Alors, comme je disais, c'est un petit corsage. Oui. C'est un petit corsage qui va se glisser sous une robe très décolletée. Alors là, on lit bien les antagonismes et l'esthétique nouvelle. C'est-à-dire, on fera une robe très décolletée qui ne pourrait pas être portée sans cette guimpe, sans risque de choquer la bienséance. Alors, c'est un corsage pour les corsages. Alors, c'est un corsage pour une robe. C'est-à-dire que c'est ce corsage, on va le porter sous une robe très décolletée. Et c'est ce corsage, donc cette guimpe, qui va atténuer le décolleté, tout en laissant apparaître la peau de la femme, et tout en laissant... pas plus que la peau. La peau, oui, ça peut... Certaines femmes... Ça ne descend pas plus bas. Voilà. Donc, on voit une robe à guimpe de dos. Oui, je vois. De dos. Donc, la robe est décolletée même dans le dos et qui laisse apparaître le petit corsage blanc qui est la guimpe. Et à travers cette broderie anglaise que porte cette dame, je crois même que c'est mon jupon, on laisse deviner la peau de la dame. Donc, on est sous une nouvelle définition, montrer tout en cachant, laisser voir tout en dissimulant. Oui. Alors, je vois que c'est guimpe à col brodé. Alors, il y a la guimpe plastron ou la guimpe à col. Donc, en fait, la guimpe a toujours un col parce qu'elle va, pour faire apparaître les dentelles, les volutes de dentelle sur la robe, donc le cou sera complètement caché, dissimulé sous ces volutes de dentelle. Donc, du coup, comme c'est une robe qui est déjà richement travaillée, elle va se porter avec peu de bijoux, donc très peu de colliers. Ah oui, parce qu'on ne voit pas le cou. Mais oui, très peu de colliers, mais une broche qui sera généralement portée au centre de la robe. Par contre, la répartition des bijoux sera faite autrement. Oui. Donc, du coup, comme vous voyez, très peu de colliers. Voilà. Comme il y a peu de colliers, je vais axer mes bijoux sur de très grosses boucles d'oreilles. Donc ici, la dame va porter des tétés négresses. Et les poignets, généralement, sont cachés par un ruissellement de bracelets. Donc la répartition des bijoux est faite autrement lorsqu'on porte la robe à guimpe. Donc c'est vraiment une très belle robe que l'on porte pour les grandes occasions, et j'encouragerais... On en fait toujours. On en fait toujours sur demande, mais j'encouragerais vraiment toutes les couturières qui m'entendent aujourd'hui de se pencher sur la réalisation de cette robe particulière, parce que, mesdames, ma foi, osez la guimpe pour les grandes cérémonies et les grandes fêtes. Vous serez à la fois très correcte, tout en étant très sexy. Alors, il y a des accessoires qui accompagnent la guimpe. La guimpe, alors la guimpe, comme c'est une robe de cérémonie, va se porter impérativement avec une coiffe de cérémonie. Donc, à l'époque, on portait souvent la coiffe calandée. Donc, la coiffe calandée, c'est la coiffe très plissée. Mais on reviendra en détail sur cette coiffe calandée lors d'une chronique spéciale autour des coiffes. En tout cas, c'est toujours une coiffe de cérémonie. Donc, Danick, jamais enveloppé tête, mais une coiffe pour accompagner cette robe à guimpe. Ok, bon, ben, on a noté et on a vu la robe à guimpe que toi-même tu portais. Que moi-même je portais. Mais alors, juste une question. La guimpe, elle est vraiment accrochée à la robe? Non, ce sont 2 éléments. Ah, ce sont 2 éléments différents. Pas, Danick, 2 éléments distincts. Ah bon, donc, on peut enlever la robe, Oui. elle se sépare, c'est-à-dire que... Alors, si j'enlève la guimpe, qu'est-ce qui se passe?
Je suis trop décolletée, donc je choque la bienséance. D'accord. Voilà. Okay. Bon, je ne vais pas l'enlever. Voilà. Mais par contre, en revanche, je peux me faire une autre guimpe. Oui. Et comme ça, ma robe a une nouvelle dimension. Effectivement. Et la guimpe se fait toujours en blanc. Hein? Toujours en blanc, oui. De façon à la faire ressortir sur le tissu coloré de la robe. La robe à guimpe est toujours réalisée dans des tissus onéreux et soyeux parce que c'est un costume de cérémonie. Pas de madras, c'est uniquement tissu uni. Uni, c'est pour bien faire ressortir cette guimpe blanche. Merci Manjipon pour ces explications. J'espère pour les femmes qui nous regardent, oui. Je vais finir par un petit proverbe. Comme toujours. Belgipon veut pas dire belle manière. Je vous laisse méditer sur ce Belgipon, bon, bref, je ne vais pas commenter. Parce que je rappelle que nous avons aussi Manjipon. Ah, c'est vrai, oui. Belgipon ne veut pas dire belle manière. Alors, Manjipon, est-ce qu'il veut dire belle manière? Ah, Manjipon, c'est en gomme. Ah, oui, Manjipon, c'est la quintessence des gommes. Donc, mais que là où capoter Belgipon, ça veut dire, si vous capotez Belgipon, il faut faire attention à manière. Absolument. C'est ça, ça veut dire. Bien, voilà, nous sommes à la fin du ZCL d'aujourd'hui, les 13h55. Je rappelle qu'en début du ZCL, on a reçu Eliane Guiogou, la vice-présidente du CECAS des Abîmes, et Thomas Sander pour ce forum qui se tient jusqu'au 9 à France Service. Et c'est important d'y aller. Si vous êtes en train de créer, vous avez l'idée de créer une entreprise, vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin d'une aide ou bien de savoir quel type d'entreprise. Profitez si pendant encore 2 jours. Bert Parfait, ingénieur de l'INRA retraité, est venu nous parler du fruit à pain et comment conserver son fruit à pain avec du sel, de l'eau, bien sûr. On va mettre ça dans un bocal, on va fermer, on va attendre. Et après, ça peut durer 2 ans. Il dit nous ça. Et ça effectivement, ça va montrer que quand il y a un fruit à pain, il a commencé à prendre. Victor Nanette, président de Iguaflore, est venu nous parler de l'Iguaflore qui est partenaire d'une opération qui s'appelle la bataille des saveurs. On en a parlé pendant quelques minutes et on saura aujourd'hui, puisque c'était une web-série de 5 exemplaires, qui gagnait, boire et manger là, et quoi fait là. Et puis avec José Notur-Lupin, on a parlé de la robe à corps, d'apparent, la robe à guimpe. La robe à guimpe. Ou guimpière. Ou guimpière. On n'utilise plus généralement le terme guimpe, la robe à guimpe. Et il y avait aussi, le focus était sur Akio. On va écouter un petit extrait du morceau d'Akio avec François et tout le monde à Akio. Et le proverbe du jour, on l'a entendu. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, on finit en musique. On l'a dit, non me la prend taxi. Non me la t'arrive j'arrive. Les vrais entrer en dépôt là. Pas vrai personne n'en dit dans la. Toto en premier bureau. Confier, battez là. Toto en deuxième bureau. Secrétaire. Entreprise là, déjà voyagé, oh là l'état, t'es sorti, c'est dit tout outils. Confiez, oh là l'état, t'es sorti, c'est dit tout outils, mes amis. Confiez, oh là l'état, t'es sorti, c'est dit tout outils.